Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un redéploiement militaire sur le théâtre de la crise anglophone. Le général Milingui, relevé à la tête de la 21e brigade d'infanterie motorisée, est remplacé par le colonel Diotsa. Cette décision du chef de l'État est-elle liée aux nombreux dysfonctionnements stratégiques militaires décriés sur le front de guerre contre les séparatistes et bandes armées dans le chaudron de la crise anglophone? Analyse et décryptage en ouverture de ce journal. Yaoundé suffoque sous l'effet de la pollution de l'environnement. Il s'agit des ordures ménagères accumulées depuis des mois en plein cœur de la capitale du Cameroun. À l'origine des maladies épidémiques mortelles, la mauvaise gestion des déchets ménagers provoque l'exaspération des populations choquées de payer des impôts sans bénéficier d'une politique d'hygiène et de salubrité adéquate. Vous écouterez le cri de colère dans ce journal. La multiplication des centres de formation professionnelle n'a pas résorbé le taux de chômage et de sous-emploi dans la capitale économique du Cameroun. Le gouvernement fait la sourde oreille face à l'échec d'une telle stratégie et présente des niches d'opportunités peu efficaces. Vous les écouterez dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président de la République, chef suprême des armées, a procédé à un redéploiement militaire et stratégique sur le théâtre de la crise anglophone. Le général Milingui a été relevé à la tête de la 21e brigade d'infanterie motorisée et remplacé par le colonel Diotsa. Une décision qui intervient après de nombreux dysfonctionnements décriés sur la stratégie militaire déployée sur le front de guerre contre les séparatistes et les bandes armées dans la région du sud-ouest, mais aussi celle du nord-ouest. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo. Le général Milingui Nouma Donatien a-t-il été dépassé par les événements dans le sud-ouest du Cameroun? L'homme, jadis commandant des troupes au front dans le sud-ouest, a été promu général le 29 juin 2017 et affecté directement au commandement des opérations militaires dans la région du sud-ouest du Cameroun. Sous son commandement, la région a enregistré les pires bilans en pertes humaines depuis le début de la crise anglophone. Attaques et tueries dans les écoles, incendies de maisons dans plusieurs villages, assassinats en série d'hommes en tenue, attaques de multiples convois, notamment celui du gouverneur de la région du sud-ouest Bernard Okalabilai, enlèvement des personnalités religieuses et administratives, assassinat de nombreux civils. Le tableau dressé du bilan de ce dernier est sombre sur ces aspects dans cette région du sud-ouest. La polémique la plus vive sous son commandement porte sur ses propos qui, dans une interview aux médias étrangers, reconnaissait les dérives militaires dans le sud-ouest en avouant notamment que l'armée brûlait des maisons dans lesquelles elle retrouvait des armes. Il avait aussi, dans cette interview, reconnu que les sécessionnistes anglophones avaient une meilleure connaissance du terrain que les hommes en tenue. Il est remplacé à la tête des opérations militaires dans la région du sud-ouest par le colonel David Diotsa, qui s'était illustré dans la lutte contre les coupeurs de route dans le septentrion camerounais. C'est toujours la psychose au ministère des Finances à Yaoundé. Des enquêtes et auditions se multiplient pour démanteler tout ce réseau de mafia, des fonctionnaires fictifs et agents corrompus bénéficiant de salaires et avantages indûment perçus. Depuis quelques jours, certains cadres de ce ministère des Finances ont perdu le sommeil. La cellule informatique a même été mise sous scellé et du coup il y a des craintes que les prochains salaires des fonctionnaires pourraient ne pas passer. Des assurances sont données sans pour autant calmer l'inquiétude des agents de l'État. On fait le point avec Emmanuel Job et Ike Cyril. Vu de l'extérieur, tout se passe normalement au ministère des Finances. Mais une fois rentré dans le bâtiment, ce sont des regards inquisiteurs qui vous accueillent. En réalité, il ne se passe plus un seul jour sans qu'on enregistre un nouveau rebondissement dans ce qu'il convient finalement d'appeler l'affaire de la manipulation frauduleuse du fichier solde de l'État. Installée au cœur du système, la cellule informatique
du ministère des Finances, a-t-on appris, seraient désormais sous-scellés. Les enquêteurs du tribunal criminel spécial organisent la patrouille au cœur de ce système et même dans l'ensemble du ministère des Finances. Ce qui pourrait créer quelques désagréments. La fin du mois approche et si la cellule informatique est mise sous scellé, les fonctionnaires et agents de l'État peuvent avoir peur pour leur salaire. Mais puisqu'il faut casser les œufs avant de faire les omelettes, c'est peut-être le prix à payer. Le temps de démanteler totalement le réseau, il fallait bien passer par là. Mais au ministère des Finances, on affirme et on assure qu'il y aura plus de peur que de mal. Les choses vont rentrer dans l'ordre avant la fin du mois et il n'y aura aucune crainte par rapport au salaire des fonctionnaires. Depuis le ministère des Finances à Yaoundé, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, les autorités administratives lancent une nouvelle croisade contre le désordre urbain observé dans certains marchés du premier arrondissement de Douala. Des casses y ont été encore effectuées ce matin et le sous-préfet de cet arrondissement pointe un doigt accusateur sur certains conseillers municipaux complices de cette installation des commerçants sur les emprises de la route, notamment au marché New Daido. Des précisions avec Innocent Abega et Leclerc Sakem. Ce vomissement est celui de l'enjeu de la communauté urbaine de Douala qui détruit les comptoirs, qui écume de manière illégale les parkings du marché des dos ici à Douala. Cette activité qui surprend les commerçants est la deuxième en l'espace d'une semaine. Ces derniers disent payer les droits d'occupation appelés ici droit de dépotage. Tous payent les tickets, vous leur demandez, là, même mon ami qui a perdu sa boutique là maintenant, vous lui demandez les tickets, il vous sautera les tickets. Il n'y a rien de mauvais, même la dame qui vient de perdre sa boutique là, vous leur demandez les tickets, elle vous présente. Tous payent les tickets. Il y en a des sous-tireurs qui imposent leur loi, qui disent aux autres qu'il faut vous donner, ou à défaut, vous ne vendez pas. Mais entre-temps, ceux qui viennent avec le gilet marqué dessus CDU, ils prennent de l'argent tous les jours, ils prennent 500 francs par commerçant. Et maintenant, quand vous arrivez là avec tout ceci, ils s'enfuient, ils enlèvent les gilets, ils se cachent. Certains sont même dans la foule. La dernière fois, quand il y a eu des cas ici, ils ont fui. Mais le lendemain, ils sont revenus. Alors, pour ça, comprendre que non, n'ayez pas peur, ça peut aller. Cette deuxième phase de destruction permet de décongestionner non seulement les parkings, mais également les voies d'accès dans cet espace marchand et ses environs. Au milieu des commerçants qui pleurent, un homme politique, Elimie Lobet, redoute le laxisme des gestionnaires de l'espace commercial qui ont prospéré. Un phénomène aujourd'hui difficile à maîtriser. Ceux qui s'organisent pour vendre sur la voie publique empêchent le fonctionnement des villes. Et la loi interdit sur l'étendue du territoire d'une commune d'édifier à titre précaire ou définitif quoi que ce soit qui soit susceptible d'empêcher le bon fonctionnement de la ville. Vous ne pouvez pas prétendre gagner de l'argent en empêchant que les acheteurs n'accèdent à votre marchandise. Les autorités doivent donner l'exemple. Ne prélevons pas les impôts sur des activités interdites par la loi. Parce que chaque fois que vous allez prélever un impôt sur une activité interdite par la loi, vous légitimez l'activité. Il faut que les maires et les responsables des collectivités territoriales fassent leur aggiornamento sur la façon dont ils ont géré la loi portant fiscalité locale. Le sous-préfet du Douala Premier, garant de l'ordre public, entend faire respecter les règles qui caractérisent les gestions des espaces publics. Nous sommes sur la voie publique là où nous sommes là. Mais les gens envahissent la voie publique et du coup les gens ne peuvent plus passer et du coup ce n'est plus la voie publique. Or il s'agit bien de la voie publique. Donc nous sommes arrivés ce matin parce que monsieur le préfet nous a instruit de revenir pour remettre de l'ordre dans cet espace marchand. Et des moyens ont été mis et nous sommes heureux d'avoir fait ce travail, d'avoir libéré l'entrée du marché. Parce que les différents coordonnateurs de cet espace marchand ont construit des boutiques sur l'entrée du marché et du coup les gens ne peuvent pas accéder à l'intérieur du marché alors même que l'intérieur du marché est vide. Est-ce que c'est normal? L'objectif de cette opération pour l'autorité administrative vise à amener ces commerçants à occuper les comptoirs, rester vite à l'intérieur du marché d'Aïdo. Au-delà de cette lutte contre le désordre urbain, la politique d'hygiène et de salubrité reste inefficace dans les principales villes du pays. Depuis quelques mois, Yaoundé suffoque sous l'effet de la pollution de l'environnement. Il s'agit des ordures ménagères accumulées depuis de nombreux mois en plein cœur de la capitale.
à l'origine des maladies épidémiques mortelles. Cette mauvaise gestion des déchets ménagers provoque l'exaspération des populations choquées de payer les impôts sans bénéficier d'une politique d'hygiène et de salubrité efficace. Reportage avec Joël Essenge et Guy Zogo. Yaoundé étouffe sous les ordures ménagères. Dans les 4 coins de la capitale du Cameroun, on dirait que la ville est cernée de toutes parts par des immondices dont se dégagent des odeurs pestilentielles. Mokolo, Chinga, Essos, Bastos, Ekounou, Mendong, personne n'est à l'abri de l'épidémie des ordures dont est atteinte Yaoundé. Dans cet environnement putride, malgré tout, on vit. Nous sommes dépassés parce que déjà à notre niveau ici, nous on s'est battus puisque c'est une poubelle qui nous est trouvée ici sur place. La poubelle, c'est le problème de tout le monde à Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi Isakam nous laisse vendre à côté de la poubelle. Parce qu'avant, ils dégageaient tout ça, mais maintenant, on ne sait pas. Ça devient un dépôt de poubelle. À Mokolo, par exemple, les commerçants ont le malheur de voir leur lieu de travail désormais transformé en point de chute de toutes les ordures de l'arrondissement de Yaoundé 2, avant leur acheminement en Kolofoulou par Isakam pour enfouissement. C'est le constat qu'on a fait, c'est comme si quand ils portent dans tout l'arrondissement de Yaoundé 2, ils viennent déposer ici avant de porter avec les bennes, aller déposer à soi. Il n'y avait pas de poubelle ici, c'était un endroit très bien puisqu'il y avait les hangars à cet endroit. Alors, quand ils ont commencé avec cette affaire du bac, nous on s'est battu comme on pouvait se battre, on a interpellé jusqu'au percepteur, bon, ça n'a pas marché. Au fil du temps, c'est une certaine lassitude qui semble s'être emparée de la capitale au sujet des ordures ménagères, au point où l'on s'en accommode. Ainsi, au menu quotidien des Yaoundéens, outre leur repas traditionnel, figurent les mouches gorgées de souillures tirées des immondices, lesquelles parcourent les étals des marchés, produits de consommation divers dans l'indifférence généralisée. Les miasmes ne sont pas en reste, de sorte qu'à chaque grand carrefour où l'on retrouve généralement des poubelles, la mine serrée, à pied ou à bord des véhicules, les Yaoundéens s'abreuvent de cette dose pestilentielle sans mot dire. Depuis longtemps, ils ont renoncé à attendre une issue salvatrice. Pas même Gilbert Chimevouna, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, affublé du pseudonyme de Jack Bauer, expression pour beaucoup de sa puissance, n'élève le petit doigt face aux ordures à Yaoundé. L'insalubrité semble avoir eu raison de son entrain. Pas même Isakam non plus ne parvient à apporter une réponse satisfaisante à cette question. Il y a quelques mois, cette entreprise avait annoncé l'arrivée imminente du matériel destiné à l'enlèvement des ordures ménagères. C'est un grand jour parce que nous signons une convention inédite dans la sous-région. Ils ont reconnu que Isakam est à la hauteur d'un tel défi et ils ont accepté par cette signature de financer à hauteur de 24 milliards et demi Isakam pour acheter 211 camions et 17 engins. Depuis, rien de concret n'a été aperçu sur le terrain. Bien sûr, Isakam attend le règlement des factures de ses débiteurs, dont l'État du Cameroun à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. D'ici à ce qu'on y arrive, Yaoundé est une capitale insalubre qui se vautre dans sa puanteur. Restons à Yaoundé où le gouvernement fait encore des promesses pour désamorcer une grève des travailleurs initialement prévue le 10 mai prochain. Le préavis de grève a été suspendu au terme des négociations entre les pouvoirs publics et les syndicalistes, mais la menace d'une grogne sociale plane toujours à Yaoundé. Des précisions avec Joël Essenge et Ike Cyril. Annoncé pour démarrer le 10 mai 2018, la grève de l'Union générale des travailleurs du Cameroun n'aura plus lieu. On n'a pas dit que le mot d'ordre de grève, c'était le 10 mai, c'était la fin du préavis. Maintenant, on va évaluer et on va voir dans le 12 ce qu'il y a lieu de faire. Donc on n'a pas dit que la grève commençait le 10. Je le dis toujours aux journalistes. Ils confondent la période de préavis et la déclaration de grève. On n'a pas encore déclaré la grève. C'est une précision qui arrive au terme d'une concertation au cours de laquelle le gouvernement a annoncé son intention de se pencher sur les doléances des travailleurs. Nous sommes à la première étape.
Cette première étape, le gouvernement a voulu nous montrer que nos problèmes sont arrivés et que ça a été dispatché dans les différents ministères pour que nous puissions commencer le débat de fond. Ces ministères ont proposé des dates que nous voulons voir confirmées par écrit. En fait de doléances, de quoi s'agit-il exactement? Nous avons le problème de la dette sociale, nous avons le problème de la sécurité sociale, nous avons le problème du chômage des jeunes, nous avons le problème de la lenteur judiciaire, nous avons le problème de la liberté syndicale, nous avons le problème de la négociation collective. La première étape des négociations étant franchie, les syndicalistes vont se retirer dans leur base pour évaluer les propositions du gouvernement. Le bureau confédéral de l'UGTC va se tenir samedi, de 12 à son siège à Yaoundé, va analyser cette réunion et prendra certaines décisions pour voir s'il faut proroger ou bien si nous irons au front. Les travailleurs, membres de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, UGTC, peuvent donc continuer à vaquer à leurs occupations en attendant un nouveau rebondissement. Vous l'avez suivi, des syndicalistes reculent sur une épineuse question du chômage des jeunes. Pourtant, la multiplication des centres de formation professionnelle n'a rien changé à l'insertion difficile des jeunes sur le marché de l'emploi décent. Le gouvernement, quant à lui, refuse de reconnaître cet échec en se focalisant sur des niches d'opportunités peu visibles pour l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi au Cameroun. Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. 27%, le taux de chômage des jeunes en 2017 au Cameroun. Selon le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales, les choses n'ont pas bougé depuis le début de l'année 2018. Une situation qui peut trouver des solutions si les jeunes s'orientent vers les bonnes formations, affirme Zachary Pérévet, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Notre pays, comme d'autres pays, a une grande préoccupation en ce qui concerne l'emploi. Le chômage a été toujours appelé par le chef de l'État comme un cancer social qu'il faut combattre avec énergie et de manière collégiale. Je pense, si mes souvenirs sont exacts, depuis 2007, nous avons engagé une croisade contre le chômage et le chômage des jeunes au Cameroun. La stratégie de lutte contre le chômage passe nécessairement par la formation professionnelle. Et une bonne formation professionnelle vous permet non seulement de s'insérer dans les entreprises qui existent, mais de créer sa propre entreprise. À cette dernière étape, vous avez pu constater que même les jeunes eux-mêmes, avec une bonne formation, sont déjà employés. Et on a parlé de 100% de taux d'insertion. Créé pourtant en 2004, il y a 14 ans, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui apparaissait comme une solution pour résoudre les problèmes liés au manque d'emploi au Cameroun, peine à contribuer à la réduction du taux du chômage, surtout en milieu jeune, malgré la multiplication des centres de formation d'excellence qui devaient avoir le mérite de mettre sur le marché de nombreux travailleurs. Entre 2016 et 2017, seulement 12% des jeunes formés dans ces centres ont eu accès à un emploi direct. Nous avons eu à passer dans plusieurs structures. Et vous voyez même donc en termes de sensibilisation, tout le monde parle de la professionnalisation. Même les universités, professionnalisation. Il y a beaucoup de gens qui y sont entrés, mais qui ont trouvé du travail. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une meilleure coordination de ces structures maintenant. Et avec les universités, j'ai demandé même qu'il y ait une recirculation des artisans. Pourquoi pas? Nous avons des mécaniciens dans ce pays, nous avons des menuisiers. S'ils sont bien regroupés dans des centres pareils, ces catégories d'emploi peuvent trouver des appuis techniques. En attendant la résolution du problème par le gouvernement, de nombreux jeunes se consacrent au secteur informel. Les enjeux du transport maritime échappent-ils aux chargeurs africains alors que 90% des échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde se déroulent dans l'espace maritime du golfe de Guinée? Des chargeurs africains peinent à s'imposer dans la chaîne de transport. La faute à l'insuffisance des infrastructures et la complexité des procédures en matière de transport et de commerce. L'Union des conseils des chargeurs africains réunis à Douala
a décidé de peaufiner une nouvelle stratégie pour sortir la tête de l'eau. Compte rendu, Flavien Valondongo. L'Union des conseils des chargeurs d'Afrique a choisi la ville de Douala pour siéger. Les représentants membres de cette plateforme échangent sur les défis qui les interpellent. Le BSC, qui est notre principale source de revenus, le borne électronique de suivi cargaison, qui doit faire l'objet d'une étude, n'est-ce pas, en vue d'une harmonisation, parce que c'est une source de revenus que nous cherchons à protéger vis-à-vis même des grandes puissances, parce que c'est ça qui permet un peu d'avoir un levier pour intervenir en termes d'investissement, en termes d'accompagnement de nos chargeurs. La rencontre de Douala au Cameroun, présidée par le ministre des Transports, se tient dans un contexte marqué par une mondialisation qui cadre avec la hausse des coûts des marchandises au niveau du transport maritime. Et c'est à ce niveau que se trouve le problème. Disons, en termes de soucis, déjà il y a les grands armateurs qui sont présents, avec lesquels nous travaillons au niveau du port. Donc c'est une rencontre statutaire qui doit permettre un peu, disons, de faire le point, mais également de lancer des perspectives, notamment par rapport à nos activités. Avec la signature des accords de partenariat économique entre certains pays africains et l'Union européenne, l'Union des conseils des chargeurs se doit de réviser ses stratégies afin de valoriser ses performances sur le plan mondial. N'oublions pas, les conseils de chargeurs africains jouent un rôle déterminant dans nos économies, dans le transport maritime, en termes, disons, d'analyse, de perspective, mais également de positionnement stratégique au niveau de nos ports et au niveau de nos différents corridors. Avec la mise en route des résolutions retenues lors de la dernière rencontre tenue au Ghana en février 2017, chaque État s'est résolument mis au travail et le Cameroun, qui occupe le poste de trésorier de l'Union des conseils des chargeurs, a bénéficié de la certification ISO 9001 version 2015. Cette certification nous amène plutôt à plus de travail, à plus d'ardeur, parce qu'il faudra se battre, il faudra continuer à rechercher l'excellence pour conserver cette certification que nous avons obtenue de très haute lutte. La présidence de l'Union revient donc au Burkina Faso. Les travaux de Douala vont durer 3 jours. Dans le reste de l'actualité, la session de plan droit s'est achevée au Sénat avec une note d'insatisfaction pour le SDF ne disposant d'aucun groupe parlementaire. Ces sénateurs SDF se sont vus imposer la répartition des postes au sein des différentes commissions. Par contre, d'autres parlementaires ont apprécié leur initiation au rouage de la Chambre haute du Parlement. On fait le point avec Marcelin Gansop. Pour les nouveaux sénateurs, les 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler ont réuni les ingrédients d'un bon apprentissage. Première remarque que je peux faire, c'est que les mandats des nouveaux sénateurs étaient vérifiés et validés. Et deuxièmement, un bureau permanent du Sénat était mis sur pied. Et les nouveaux comme moi ont profité de cette occasion de prendre connaissance de l'environnement du Sénat. Donc on a pris connaissance de certaines choses dans la maison. Ce n'est qu'en jouant qu'on va voir effectivement comment fonctionne le Sénat. Pour le moment, on peut seulement faire le constat du fait que c'est malheureux quand vous vous trouvez dans une situation où vous êtes la minorité. Et toute chose semble être imposée sur vous. Et même le nombre de sièges qu'on doit vous donner, c'est déterminé ailleurs. Et vous ne connaissez pas quelle mathématique qu'on fait pour y arriver. Mais cet apprentissage laisse déjà un goût amer à certains sénateurs, notamment ceux du SDF, qui ne comprennent pas que leurs collègues nommés viennent leur ravir la vedette aux différents postes de responsabilité au Sénat. Les places au bureau du Sénat, ça devait être seulement partagé entre le RDPC et le SDF. Il peut nommer les gens indépendants, les personnalités indépendantes. Et le décret qui les nomme ne dit pas de quel parti il les nomme. Mais subitement, quand il arrive au Sénat, il assume le rôle d'un parti politique et il partage les places. Je ne vois pas ça comme vraiment normal. Qu'ils soient nouveaux ou anciens, les sénateurs voudraient surtout travailler dans de bonnes conditions. L'expérience de la première législature a dévoilé un déficit criard d'infrastructures. La preuve, 5 ans après, le Sénat n'a pas toujours de siège propre. Ce qui préoccupe au plus haut niveau Marcel Nyadifenji, qui en a fait large écho dans son discours. Le président du Sénat a été très positif
dans son discours. D'abord, de dire que le secrétariat doit veiller par ses instructions pour que les conditions logistiques et financières soient peut-être bien encadrées pour que les sénateurs livrent leur mission de sénateur plus bien. Cela m'a beaucoup marqué. En prenant congé de ses collègues, le président du Sénat leur a demandé de se donner à fond pour la préservation de la paix, la défense de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, sans oublier l'amélioration permanente des conditions de vie des populations. La capitale économique du Cameroun se mobilise pour célébrer la fête de l'unité nationale. Les préparatifs vont bon train. Des innovations sont prévues dans la ville de Douala. Le gouverneur a réuni les différentes commissions pour pencher sur ce sujet à 12 jours de la fête de l'unité nationale. Des précisions avec Mitterrand-Dame et Xavier Foucault. Les 11 commissions constituées lors de la réunion du 25 avril dernier ont rendu leur copie pendant la deuxième rencontre préparatoire de ce jour. Beaucoup d'innovations en perspective pour la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité de cette année. La particularité de cette fois, c'est que nous aurons un carré spécial du comité de site dans la région du littoral qui est en charge des préparatifs de la CAN. Au-delà de cet enjeu sportif, il y a aussi quelques innovations majeures. La création d'un village de l'unité à la permanence de la maison du parti à Bonanjo, la journée des emblèmes et armoiries nationaux, un tournoi de football dit de l'unité avec un match pour le vivre ensemble et un autre pour la Coupe d'Afrique des Nations. Question sécuritaire oblige, la retraite au flambeau se fera en journée. 45 carrés réservés aux établissements secondaires à raison de 5 par commune sont attendus, hormis la commune de Douala 6e. Le gouverneur a levé un pan de voile sur la question de la participation des partis politiques. Tous les partis politiques sont admis à défiler à Douala. Cependant, nous tenons à ce que les uns les autres se fassent enregistrer jusqu'au 11 mai. Après le 11 mai, nous considérons que ceux qui ne sont pas enregistrés ne voulaient pas défiler. Donc ils ont tout le temps pour s'inscrire auprès de la préfecture du Vouri. Au sorti de cette séance de travail, Samuel Dieudonné Ibaradiboa a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des préparatifs avant de formuler d'autres recommandations. D'abord qu'elle continue à travailler de manière, je voulais dire de manière ardente, de manière déterminante et surtout de manière citoyenne. Que les uns et les autres trouvent, n'est-ce pas, des astuces qui permettent toujours d'avoir un plus, parce qu'il est question de manifester l'unité, le vivre ensemble, et puis, comme l'a dit quelqu'un dans la salle tout à l'heure, qu'on ressente, n'est-ce pas, le multiculturalisme, le bilinguisme dans la région du littoral. Le rendez-vous est donc pris pour le 12 mai 2018, pour le début des activités qui commencent avec la grande marche de l'unité, que suivra une prière interreligieuse. Vous le vivez certainement chez vous, votre habitation confrontée à l'humidité, bien plus qu'un simple problème esthétique. L'humidité apparaît sur les murs et engendre la dégradation des matériaux, la pourriture de la charpente qui est fabriquée en bois, mais aussi l'instabilité de la structure du bâtiment. Des experts en bâtiment réunis à Douala préviennent les différents responsables des chantiers que l'humidité est également l'une des causes de l'effondrement des immeubles. Comment éviter de tels drames? Élément de réponse avec Warren Zede et Flavien Dongo. Des immeubles construits hors normes au Cameroun ont connu une brève espérance de vie. Les peuples qui n'ont pas de moyens, des fois, refusent même de faire impliquer les techniciens du bâtiment. Quand tu ne respectes pas les normes, tu dois être prêt à tous ces genres de problèmes. Des spécialistes en bâtiment révèlent par ailleurs que des constructions érigées dans des zones humides sont dans la plupart des cas victimes des remontées capillaires. C'est une remontée d'eau ascensionnelle qui provient du sol, la nappe phréatique, et la porosité des matériaux se comporte comme une éponge et favorise ces remontées. L'humidité qui affecte des bâtisses préoccupe les experts en bâtiment. L'effondrement des immeubles, la chute des pans des murs sans secousse sont en partie la conséquence de l'humidité. L'humidité a deux impacts principaux.
Dans un bâtiment, c'est déjà une question d'esthétique au départ. L'esthétique du bâtiment, il y a moisissure, il y a peinture qui se décolle. Pour faire face ou éviter ces désagréments, les experts en bâtiment recommandent la thérapie. Et le boîtier, il émet en sens inverse. Donc c'est une question de... Il y a un qui monte et l'autre qui descend et ça neutralise. On a un produit qui malheureusement vient pour résoudre les problèmes après coup et qui malheureusement a un coût parce qu'on a une obligation de résultat. La boîte en question qui fait ses preuves ailleurs était au centre d'un débat à Douala. Autour de la table, des architectes, des ingénieurs et des experts en bâtiment. Les chroniques d'une démocratisation assistée au Cameroun cristallisent toujours l'intérêt des Camerounais passionnés de lecture, mais aussi désireux de connaître l'analyse éditoriale de Valentin Siméon Zinga, ancien rédacteur, ancien directeur des rédactions au sein du groupe La Nouvelle Expression. Il a publié l'ensemble de ses éditoriaux dans un ouvrage intitulé « Les chroniques d'une démocratisation assistée ». La dédicace a drainé du beau monde à Douala. Des précisions avec Julienne Berthe-Bissaye. Rarement des journalistes ont pris position dans un ouvrage en contexte politique au Cameroun. Valentin Siméon Zinga l'a fait dans une espèce de recueil ayant marqué une vingtaine d'années de plume dans la presse camerounaise. Cameroun, chronique d'une démocratisation assistée, tel est le titre de cet ouvrage qui met en lumière le vécu d'un éditorialiste sur la scène politique, économique, sociale et sportive. Le premier repère, c'est que j'essaye d'interroger les pratiques journalistiques au Cameroun à travers la mienne propre, à travers un genre qu'on appelle l'éditorial, et j'essaie de sonder à quel point un éditorial, tout en étant un article d'opinion, c'est-à-dire une prise de position, peut gagner en densité, en consistance, de manière à être promu ou perçu comme un repère à la fois à l'intelligibilité des situations, mais également un repère d'action pour un certain nombre de choses. L'ouvrage, cisaillé en 5 parties, est une espèce de prise de position de l'auteur sur les faits majeurs ayant marqué la vie nationale pendant des lustres. Il jette un regard sur la modernisation de l'appareil électoral. La cérémonie de dédicace s'est avérée un moment de délectation stylistique. Je crois qu'il y a de grands esprits et qu'une grande plume comme Valentin ne pouvait pas ne pas rendre au public camerounais, à l'intelligentsia, cette part de travail qu'il a faite. Et ça arrive à un bon moment parce que nous cherchons dans un monde où tout va dans tous les sens, surtout dans un monde de la presse qui est chargé d'éclairer. Je pense qu'il apporte une contribution pour montrer qu'on peut travailler dans la sérénité et ne pas tout verser dans le populisme et n'importe quoi. C'est le regard d'un homme politique parmi tant d'autres présents dans la salle. Parce qu'il s'agit avant tout d'un journaliste, les figures connues de la presse camerounaise ont bien voulu partager ce moment. Valentin Siméon Zinga nous inflige une belle leçon d'honnêteté. Parce que s'il avait écrit des chroniques il y a 10 ans, qui ne reflétaient pas la réalité, il n'aurait pas le courage de les reproduire aujourd'hui. S'il arrive à les reproduire alors qu'il les a publiés, sans savoir ce qui se ferait dans 10 ans, c'est qu'il est dans la justesse. Donc la première leçon, c'est que le journaliste actuel doit s'engager à être aussi juste et aussi vrai dans ce qu'il fait. Au finish, c'était moins une conférence de rédaction. Cela avait tout l'air d'en être une. D'abord, qu'elle cesse d'être à la remorque des événements, qu'elle s'attelle à les annoncer, sans doute aussi à les prévoir et à les prédire. 2, qu'elle se mette au service d'un idéal qui est un idéal extraordinairement humain, qui est l'idéal de la paix. Ce disant, je n'assigne aucune fonction combinatoire à cette presse-là. Chacun prend ses responsabilités. Le dispositif démocratique confère à la presse un rôle précis, un rôle de contre-pouvoir, un rôle de watchdog. Est-ce que la presse camerounaise a réussi à jouer ce rôle? Je suis en droit d'en douter. Tout est donc dit pour cet ouvrage qui compte 289 pages et qui sert de repère aux professionnels de médias. À 2 ans de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir se déchire avec ses principaux alliés, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, profondément divisé sur la question de l'alternance en faveur d'un candidat issu du PDCI, si d'aucuns sont favorables à l'organisation des primaires
pour désigner le candidat du RHDP. D'autres, par contre, pensent que c'est un candidat du PDCI qui doit être naturellement le successeur de Alassane Ouattara, une situation qui crée déjà de vives tensions en Côte d'Ivoire. Serge Alain Otto. La question de l'alternance en faveur d'un cadre issu du PDCI-RDA continue de diviser la majorité présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour le RDA, entité du RHDP, réunie en congrès extraordinaire à Abidjan, l'élection présidentielle de 2020 se fera avec le candidat issu des primaires du parti unifié. Alassane Dramane Ouattara pense que c'est le meilleur choisi par les militants du RHDP qui devra solliciter les suffrages des Ivoiriens en 2020. En clair, les candidats à la candidature RDR seront bel et bien en compétition avec ceux du PDCI-RDA. Cette position divise naturellement les héritiers d'Houphouët-Boigny au sein du PDCI-RDA. Des sons de cloche discordants se sont encore fait entendre le week-end dernier. Samedi 5 mai, alors que Henri Konan Bédié soufflait sur sa 84e bougie à Daoukro, une cérémonie pour lui rendre hommage était organisée à Kounfao, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Maurice Kakou Guikaoué, fidèle numéro 2 du Sphinx de Daoukro et acteur de la ligne du parti, a réaffirmé au cours de cette cérémonie boycottée par les ministres et présidents des institutions issues du PDCI la volonté de rupture avec le Rassemblement des Républicains. Pour lui et tous les tenants de l'aile radicale du PDCI, après avoir conduit le RDR à la victoire au présidentiel de 2010 et 2015, il revient au RDR de retourner l'ascenseur au PDCI-RDA en 2020. À la même heure et à la même date, cette fois à Abidjan, lors du 4e congrès extraordinaire du RDR, un haut cadre du PDCI-RDA soutenait autre chose. Patrick Hachi, secrétaire général à la présidence de la République et ministre chargé des relations avec les institutions, partisan du maintien voire du renforcement des relations entre son parti, le PDCI et le RDR, restait convaincu que sa formation politique fera sa part de chemin. À quand donc la convergence de points de vue sur la question? À la tenue d'un congrès extraordinaire du PDCI, pensent nombre d'observateurs de la scène politique ivoirienne. Toujours à l'international, Donald Trump vient de susciter un tollé de réactions. Le président américain a décidé de se retirer de l'accord du nucléaire signé avec l'Iran en 2015 et de nouvelles sanctions sont annoncées contre l'Iran, précise Donald Trump dans une conférence de presse qui vient de donner à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Un reportage dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun soutient l'excellence littéraire, illustration faite lors du Grand Prix africain de la littérature. La 5e édition a dévoilé ses lauréats il y a quelques jours du côté de Yaoundé. Reportage. Grand Prix des belles lettres va à la Côte d'Ivoire, à Maké-Rekiti. Pluie de récompenses sur la scène de l'Institut français du Cameroun, à Yaoundé. La 5e édition du Grand Prix africain de littérature a rendu son verdict. La Maison de la Culture Québec-Cameroun. Aux côtés des acteurs de l'art littéraire et autres férus de l'écriture, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, via la Castelbille, la marque qui balise les chemins de la réussite et de l'excellence. Il faut simplement dire que le groupe SABC, au travers de la marque Castel, célèbre la réussite. C'est le prétexte de notre soutien à ce mouvement littéraire. Donc nous sommes là une fois de plus pour dire qu'avec la marque Castelbille, nous encourageons des initiatives qui permettent aux jeunes Camerounais de pouvoir éclore. Et aujourd'hui, l'occasion est celui du GEPAL. Donc nous encourageons toutes les initiatives où nous pouvons célébrer la réussite aux brasseries du Cameroun au travers de la marque Castel. Entre autres distinctions, le Grand Prix de la recherche, remporté par le duo d'auteurs camerounais, Ebenezer Bilé et Georges Moukouti. On ovationne encore une fois pour ces deux auteurs, on les trouve tout fort. Mais aussi le prix des belles lettres attribué à l'auteur ivoirien Maker Eti, ou encore le Grand Prix des mécènes, dont le lauréat est le Malien Sédou Badian Kouyaté, qui a dépêché son fils dans la capitale camerounaise pour recevoir sa distinction. Au-delà de la reconnaissance pour l'œuvre accomplie par la dizaine de lauréats,
Chacun a reçu divers lots, dont un diplôme et une motivation financière, grâce au précieux appui de la Société anonyme des brasseries du Cameroun et sa marque de prestige, Castel Beer. Nous appuyons le GEPAL dans la communication pour que cet événement soit davantage connu du grand public. Nous appuyons également le GEPAL dans les primes. Nous permettons aux lauréats de cette édition de repartir avec un appui financier. Et puis, comme c'est la Castel qui est autour de l'événement, nous donnons également un ensemble de produits pour qu'on puisse célébrer, comme vous voyez autour de vous ce soir, pour qu'on puisse célébrer ce partenariat, pour que les personnes qui viennent au GEPAL puissent quand même vivre l'expérience de la marque en dégustant ce produit de qualité, la Castel Beer. Pour les initiateurs du Grand Prix africain de littérature, dont le professeur Ebenezer Djomwele a présidé le jury de la 5e édition, le soutien de la SABC est précieux à plus d'un titre et traduit l'engagement de cette entreprise citoyenne à encourager l'excellence à travers la promotion de la littérature. Je crois que les grands prix des associations littéraires qui sont qu'à leur 5e édition aujourd'hui ont toujours été soutenus par la marque Castel Beer. Je crois simplement que depuis le début de cette aventure, Castel a été d'un appui formidable à nos côtés. C'est vrai, c'est un événement littéraire, vous me direz, mais ce prix littéraire a connu tout son succès évidemment à travers cette marque-là. Nous avons tout à gagner à ce que Castel soit aux côtés des GEPAL. C'est un appui très fort pour lequel il est pour nous et donc nous méritons simplement de travailler ensemble pour que la littérature continue d'exister dans le monde parce que les GEPAL aujourd'hui sont internationalement représentés par des ouvrages qui nous sont parvenus de tout le monde entier. C'est dans une ambiance conviviale que les rideaux se sont refermés sur cette 5e édition du GEPAL. Rendez-vous est pris pour la 6e édition, toujours avec le partenaire de poids et de choix, la Société anonyme des brasseries du Cameroun et sa marque de prestige et de réussite, Castel Beer. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, retrouvez l'émission Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sous cette même antenne. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un redéploiement militaire sur le théâtre de la crise anglophone. Le général Milingi, relevé à la tête de la 21e brigade d'infanterie motorisée, est remplacé par le colonel Djotsa. Cette décision du chef de l'État est-elle liée aux nombreux dysfonctionnements stratégiques militaires décriés sur le front de guerre contre les séparatistes et bandes armées dans le chaudron de la crise anglophone? Analyse et décryptage en ouverture de ce journal. Yaoundé suffoque sous l'effet de la pollution de l'environnement. Il s'agit des ordures ménagères accumulées depuis des mois en plein cœur de la capitale du Cameroun. À l'origine des maladies épidémiques mortelles, la mauvaise gestion des déchets ménagers provoque l'exaspération des populations choquées de payer des impôts sans bénéficier d'une politique d'hygiène et de salubrité adéquate. Vous écouterez le cri de colère dans ce journal. La multiplication des centres de formation professionnelle n'a pas résorbé le taux de chômage et de sous-emploi dans la capitale économique du Cameroun. Le gouvernement fait la sourde oreille face à l'échec d'une telle stratégie et présente des niches d'opportunités peu efficaces. Vous les écouterez dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président de la République, chef suprême des armées, a procédé à un redéploiement militaire et stratégique sur le théâtre
de la crise anglophone. Le général Milingui a été relevé à la tête de la 21e brigade d'infanterie motorisée, remplacé par le colonel Diotsa. Une décision qui intervient après de nombreux dysfonctionnements décriés sur la stratégie militaire déployée sur le front de guerre contre les séparatistes et les bandes armées dans la région du sud-ouest, mais aussi celle du nord-ouest. Des précisions avec Éric Martial Ndjomo. Le général Milingui Nouma Donatien a-t-il été dépassé par les événements dans le sud-ouest du Cameroun? L'homme, jadis commandant des troupes au front dans le sud-ouest, a été promu général le 29 juin 2017 et affecté directement au commandement des opérations militaires dans la région du sud-ouest du Cameroun. Sous son commandement, la région a enregistré les pires bilans en pertes humaines depuis le début de la crise anglophone. Attaques et tueries dans les écoles, incendies de maisons dans plusieurs villages, assassinats en série d'hommes en tenue, attaques de multiples convois, notamment celui du gouverneur de la région du sud-ouest Bernard Okalabilai, enlèvement des personnalités religieuses et administratives, assassinat de nombreux civils. Le tableau dressé du bilan de ce dernier est sombre sur ces aspects dans cette région du sud-ouest. La polémique la plus vive sous son commandement porte sur ses propos qui, dans une interview aux médias étrangers, reconnaissait les dérives militaires dans le sud-ouest, en avouant notamment que l'armée brûlait des maisons dans lesquelles elle retrouvait des armes. Il avait aussi, dans cette interview, reconnu que les sécessionnistes anglophones avaient une meilleure connaissance du terrain que les hommes en tenue. Il est remplacé à la tête des opérations militaires dans la région du sud-ouest par le colonel David Diotsa, qui s'était illustré dans la lutte contre les coupeurs de route dans le septentrion camerounais. C'est toujours la psychose au ministère des Finances à Yaoundé. Des enquêtes et auditions se multiplient pour démanteler tout ce réseau de mafia, des fonctionnaires fictifs et agents corrompus bénéficiant de salaires et avantages indûment perçus. Depuis quelques jours, certains cadres de ce ministère des Finances ont perdu le sommeil. La cellule informatique a même été mise sous scellé. Et du coup, il y a des craintes que les prochains salaires des fonctionnaires pourraient ne pas passer. Des assurances sont données sans pour autant calmer l'inquiétude des agents de l'État. On fait le point avec Emmanuel Job et Ike Cyril. Vu de l'extérieur, tout se passe normalement au ministère des Finances. Mais une fois rentré dans le bâtiment, ce sont des regards inquisiteurs qui vous accueillent. En réalité, il ne se passe plus un seul jour sans qu'on enregistre un nouveau rebondissement dans ce qu'il convient finalement d'appeler l'affaire de la manipulation frauduleuse du fichier solde de l'État. Installée au cœur du système, la cellule informatique du ministère des Finances, a-t-on appris, serait désormais sous-scellée. Les enquêteurs du tribunal criminel spécial organisent la patrouille au cœur de ce système et même dans l'ensemble du ministère des Finances. Ce qui pourrait créer quelques désagréments. La fin du mois approche et si la cellule informatique est mise sous scellé, les fonctionnaires et agents de l'État peuvent avoir peur pour leur salaire. Mais puisqu'il faut casser les œufs avant de faire les omelettes, c'est peut-être le prix à payer. Le temps de démanteler totalement le réseau, il fallait bien passer par là. Mais au ministère des Finances, on affirme et on assure qu'il y aura plus de peur que de mal. Les choses vont rentrer dans l'ordre avant la fin du mois et il n'y aura aucune crainte par rapport au salaire des fonctionnaires. Depuis le ministère des Finances à Yaoundé, Emmanuel Job, Ike Cyril, Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, les autorités administratives lancent une nouvelle croisade contre le désordre urbain observé dans certains marchés du 1er arrondissement de Douala. Des casses y ont été encore effectuées ce matin et le sous-préfet de cet arrondissement pointe un doigt accusateur sur certains conseillers municipaux complices de cette installation des commerçants sur les emprises de la route, notamment au marché New Daido. Des précisions avec Innocent Abega et Leclerc Sakem. Ce vomissement est celui de l'enjeu de la communauté urbaine de Douala qui détruit les comptoirs, qui écuit de manière illégale les parkings du marché des dos ici à Douala. Cette activité qui surprend les commerçants est la deuxième en l'espace d'une semaine. Ces derniers disent payer les droits d'occupation, appelés ici droit des dépotages. Tous payent les tickets, vous leur demandez, là, même mon ami qui a perdu sa boutique là maintenant, vous lui demandez les tickets, il vous sautera les tickets.
Il n'y a rien de mauvais. Même la dame qui vient de perdre sa boutique là, vous la demandez, les tickets, elle vous présente. Tous payent les tickets. Il y en a des sous-tireurs qui imposent leur loi, qui disent aux autres qu'il faut vous donner, ou à défaut, vous ne vendez pas. Mais entre-temps, ceux qui viennent avec le gilet marqué dessus CDU, ils prennent de l'argent tous les jours, ils prennent 500 francs par commerçant. Et maintenant, quand vous arrivez là avec tout ceci, ils s'enfuient, ils enlèvent les gilets, ils se cachent. Certains sont même dans la foule. La dernière fois, quand il y a eu des cas ici, ils ont fui. Mais le lendemain, ils sont revenus. Alors, faisant comprendre que non, n'ayez pas peur, ça peut aller. Cette deuxième phase de destruction permet de décongestionner non seulement les parkings, mais également les voies d'accès dans cet espace marchand et ses environs. Au milieu des commerçants qui pleurent, un homme politique, Elimie Lobet, redoute le laxisme des gestionnaires de l'espace commercial qui ont prospéré. Un phénomène aujourd'hui difficile à maîtriser. Ceux qui s'organisent pour vendre sur la voie publique empêchent le fonctionnement des villes. Et la loi interdit sur l'étendue du territoire d'une commune d'édifier à titre précaire ou définitif quoi que ce soit qui soit susceptible d'empêcher le bon fonctionnement de la ville. Vous ne pouvez pas prétendre gagner de l'argent en empêchant que les acheteurs n'accèdent à votre marchandise. Les autorités doivent donner l'exemple. Ne prélevons pas les impôts sur des activités interdites par la loi. Parce que chaque fois que vous allez prélever un impôt sur une activité interdite par la loi, vous légitimez l'activité. Il faut que les maires et les responsables des collectivités territoriales fassent leur aggiornamento sur la façon dont ils ont géré la loi portant fiscalité locale. Le sous-préfet du Douala Premier, garant de l'ordre public, entend faire respecter les règles qui caractérisent les gestions des espaces publics. Nous sommes sur la voie publique là où nous sommes là. Mais les gens envahissent la voie publique et du coup les gens ne peuvent plus passer et du coup ce n'est plus la voie publique. Or il s'agit bien de la voie publique. Donc nous sommes arrivés ce matin parce que monsieur le préfet nous a instruit de revenir pour remettre de l'ordre dans cet espace marchand. Et des moyens ont été mis et nous sommes heureux d'avoir fait ce travail, d'avoir libéré l'entrée du marché. Parce que les différents coordonnateurs de cet espace marchand ont construit des boutiques sur l'entrée du marché et du coup les gens ne peuvent pas accéder à l'intérieur du marché alors même que l'intérieur du marché est vide. Est-ce que c'est normal? L'objectif de cette opération pour l'autorité administrative vise à amener ces commerçants à occuper les comptoirs, rester vite à l'intérieur du marché d'Eïdo. Au-delà de cette lutte contre le désordre urbain, la politique d'hygiène et de salubrité reste inefficace dans les principales villes du pays. Depuis quelques mois, Yaoundé suffoque sous l'effet de la pollution de l'environnement. Il s'agit des ordures ménagères accumulées depuis de nombreux mois. Dispatchées dans les différents ministères pour que nous puissions commencer le débat de fond. Ces ministères ont proposé des dates que nous voulons voir confirmées par écrit. En fait de doléances, de quoi s'agit-il exactement? Nous avons le problème de la dette sociale, nous avons le problème de la sécurité sociale, nous avons le problème du chômage des jeunes, nous avons le problème de la lenteur judiciaire, nous avons le problème de la liberté syndicale, nous avons le problème de la négociation collective. La première étape des négociations étant franchie, les syndicalistes vont se retirer dans leur base pour évaluer les propositions du gouvernement. Le bureau confédéral de l'UGTC va se tenir samedi, de 12 à son siège à Yaoundé, va analyser cette réunion et prendra certaines décisions pour voir s'il faut proroger ou bien si nous irons au front. Les travailleurs, membres de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, UGTC, peuvent donc continuer à vaquer à leurs occupations en attendant un nouveau rebondissement. Vous l'avez suivi, des syndicalistes reculent sur une épineuse question du chômage des jeunes. Pourtant, la multiplication des centres de formation professionnelle n'a rien changé à l'insertion difficile des jeunes sur le marché de l'emploi décent. Le gouvernement, quant à lui, refuse de reconnaître cet échec en se focalisant sur des niches d'opportunités peu visibles pour l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi au Cameroun. Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou.
27%, le taux de chômage des jeunes en 2017 au Cameroun. Selon le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales, les choses n'ont pas bougé depuis le début de l'année 2018. Une situation qui peut trouver des solutions si les jeunes s'orientent vers les bonnes formations, affirme Zachary Pérévet, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Notre pays, comme d'autres pays, a une grande préoccupation en ce qui concerne l'emploi. Le chômage a été toujours appelé par le chef de l'État comme un cancer social qu'il faut combattre avec énergie et de manière collégiale. Je pense, si mes souvenirs sont exacts, depuis 2007, nous avons engagé une croisade contre le chômage et le chômage des jeunes au Cameroun. La stratégie de lutte contre le chômage passe nécessairement par la formation professionnelle. Et une bonne formation professionnelle vous permet non seulement de s'insérer dans les entreprises qui existent, mais de créer sa propre entreprise. À cette dernière étape, vous avez pu constater que même les jeunes eux-mêmes, avec une bonne formation, sont déjà employés. Et on a parlé de 100% de taux d'insertion. Créé pourtant en 2004, il y a 14 ans, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui apparaissait comme une solution pour résoudre les problèmes liés au manque d'emploi au Cameroun, peine à contribuer à la réduction du taux du chômage, surtout en milieu jeune, malgré la multiplication des centres de formation d'excellence qui devaient avoir le mérite de mettre sur le marché de nombreux travailleurs. Entre 2016 et 2017, seulement 12% des jeunes formés dans ces centres ont eu accès à un emploi direct. Nous avons eu à passer dans plusieurs structures. Et vous voyez même donc en termes de sensibilisation, tout le monde parle de la professionnalisation. Même les universités, professionnalisation. Il y a beaucoup de gens qui y sont entrés, mais qui ont trouvé du travail. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une meilleure coordination de ces structures maintenant. Et avec les universités, j'ai demandé même qu'il y ait une recirculation des artisans. Pourquoi pas? Nous avons des mécaniciens dans ce pays, nous avons des menuisiers. S'ils sont bien regroupés dans des centres pareils, ces catégories d'emploi peuvent trouver des appuis techniques. En attendant la résolution du problème par le gouvernement, de nombreux jeunes se consacrent au secteur informel. Les enjeux du transport maritime échappent-ils aux chargeurs africains alors que 90% des échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde se déroulent dans l'espace maritime du golfe de Guinée? Des chargeurs africains peinent à s'imposer dans la chaîne de transport. La faute à l'insuffisance des infrastructures et la complexité des procédures en matière de transport et de commerce. L'Union des conseils des chargeurs africains réunis à Douala a décidé de peaufiner une nouvelle stratégie pour sortir la tête de l'eau. Compte rendu, Flavien Valondongo. L'Union des conseils des chargeurs d'Afrique a choisi la ville de Douala pour siéger. Les représentants membres de cette plateforme échangent sur les défis qui les interpellent. Le BSC, qui est notre principale source de revenus, le borne électronique de suivi cargaison, qui doit faire l'objet d'une étude, n'est-ce pas, en vue d'une harmonisation, parce que c'est une source de revenus que nous cherchons à protéger vis-à-vis même des grandes puissances, parce que c'est ça qui permet un peu d'avoir un levier pour intervenir en termes d'investissement, en termes d'accompagnement de nos chargeurs. La rencontre de Douala au Cameroun, présidée par le ministre des Transports, se tient dans un contexte marqué par une mondialisation qui cadre avec la hausse des coûts des marchandises au niveau du transport maritime. Et c'est à ce niveau que se trouve le problème. Disons, en termes de soucis, déjà, il y a les grands armateurs qui sont présents, avec lesquels nous travaillons au niveau du port. Donc c'est une rencontre statutaire qui doit permettre un peu, disons, de faire le point, mais également de lancer des perspectives, notamment par rapport à nos activités. Avec la signature des accords de partenariat économique entre certains pays africains et l'Union européenne, l'Union des conseils des chargeurs se doit de réviser ses stratégies afin de valoriser ses performances sur le plan mondial. N'oublions pas, les conseils de chargeurs africains jouent un rôle déterminant dans nos économies, dans le transport maritime, en termes, disons, d'analyse, de perspective, mais également de positionnement stratégique au niveau de nos ports et au niveau de nos différents corridors. Avec la mise en route des résolutions retenues lors de la dernière rencontre tenue au Ghana en février 2017, chaque État s'est résolument mis au travail
Et le Cameroun, qui occupe le poste de trésorier de l'Union des conseils des chargeurs, a bénéficié de la certification ISO 9001 version 2015. Cette certification nous amène plutôt à plus de travail, à plus d'ardeur, parce qu'il faudra se battre, il faudra continuer à rechercher l'excellence pour conserver cette certification que nous avons obtenue de très haute lutte. La présidence de l'Union revient donc au Burkina Faso. Les travaux de Douala vont durer 3 jours. Dans le reste de l'actualité, la session de plan droit s'est achevée au Sénat avec une note d'insatisfaction pour le SDF ne disposant d'aucun groupe parlementaire. Ces sénateurs SDF se sont vus imposer la répartition des postes au sein des différentes commissions. Par contre, d'autres parlementaires ont apprécié leur initiation au rouage de la Chambre haute du Parlement. On fait le point avec Marcelin Gansop. Pour les nouveaux sénateurs, les 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler ont réuni les ingrédients d'un bon apprentissage. Première remarque que je peux faire, c'est que les mandats des nouveaux sénateurs étaient vérifiés et validés. Et deuxièmement, un bureau permanent du Sénat était mis sur pied. Et les nouveaux comme moi ont profité de cette occasion de prendre connaissance de l'environnement du Sénat. Donc on a pris connaissance de certaines choses dans la maison. Ce n'est qu'en juin qu'on va voir effectivement comment fonctionne le Sénat. Pour le moment, on peut seulement faire le constat du fait que c'est malheureux quand vous vous trouvez dans une situation où vous êtes la minorité. Et toute chose semble être imposée sur vous. Et même le nombre de sièges qu'on doit vous donner, c'est déterminé ailleurs. Et vous ne connaissez pas quelle mathématique qu'on fait pour y arriver. Mais cet apprentissage laisse déjà un goût amer à certains sénateurs, notamment ceux du SDF, qui ne comprennent pas que leurs collègues nommés viennent leur ravir la vedette aux différents postes de responsabilité au Sénat. Les places au bureau du Sénat, ça devait être seulement partagé entre le RDPC et le SDF. Il peut nommer les gens indépendants, les personnalités indépendantes. Et le décret qui les nomme ne dit pas de quel parti il les nomme. Mais subitement, quand il arrive au Sénat, il assume le rôle d'un parti politique et il partage les places. Je ne vois pas ça comme vraiment normal. Qu'ils soient nouveaux ou anciens, les sénateurs voudraient surtout travailler dans de bonnes conditions. L'expérience de la première législature a dévoilé un déficit criard d'infrastructures. La preuve, 5 ans après, le Sénat n'a pas toujours de siège propre. Ce qui préoccupe au plus haut niveau Marcel Nyadjifenji, qui en a fait large écho dans son discours. Le président du Sénat a été très positif dans son discours. D'abord, de dire que le secrétariat doit veiller par ses instructions pour que les conditions logistiques et financières soient peut-être bien encadrées pour que les sénateurs livrent leur mission de sénateur plus bien. Cela m'a beaucoup marqué. En prenant congé de ses collègues, le président plein cœur de la capitale, à l'origine des maladies épidémiques mortelles, cette mauvaise gestion des déchets ménagers provoque l'exaspération des populations choquées de payer les impôts sans bénéficier d'une politique d'hygiène et de salubrité efficace. Reportage avec Joël Essengue et Guy Zogo. Yaoundé étouffe sous les ordures ménagères. Dans les 4 coins de la capitale du Cameroun, on dirait que la ville est cernée de toutes parts par des immondices dont se dégagent des odeurs pestilentielles. Mokolo, Chinga, Essos, Bastos, Ekounou, Mendong, personne n'est à l'abri de l'épidémie des ordures dont est atteinte Yaoundé. Dans cet environnement putride, malgré tout, on vit. Nous sommes dépassés parce que déjà à notre niveau ici, nous on s'est battu puisque c'est une poubelle qui nous est trouvée ici sur place. La poubelle, c'est le problème de tout le monde à Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi Isaac nous laisse vendre à côté de la poubelle. Parce qu'avant, il dégageait tout ça, mais maintenant, on ne sait pas. Ça devient un dépôt de poubelle. À Mokolo, par exemple, les commerçants ont le malheur de voir leur lieu de travail désormais transformé en point de chute de toutes les ordures de l'arrondissement de Yaoundé 2, avant leur acheminement en Kolofoulou par Isakam pour enfouissement. C'est le constat qu'on a fait, c'est comme si
quand ils portent dans tout l'arrondissement de Yaoundé 2, ils viennent déposer ici avant de porter avec les bennes, aller déposer à soi. Il n'y avait pas de poubelle ici. C'était un endroit très bien, puisqu'il y avait les hangars à cet endroit. Alors, quand ils ont commencé avec cette affaire du bac, nous on s'est battu comme on pouvait se battre, on a interpellé jusqu'au percepteur, bon, ça n'a pas marché. Au fil du temps, c'est une certaine lassitude qui semble s'être emparée de la capitale au sujet des ordures ménagères, au point où l'on s'en accommode. Ainsi, au menu quotidien des Yaoundéens, outre leur repas traditionnel, figurent les mouches gorgées de souillures tirées des immondices, lesquelles parcourent les étals des marchés, produits de consommation divers dans l'indifférence généralisée. Les miasmes ne sont pas en reste, de sorte qu'à chaque grand carrefour où l'on retrouve généralement les poubelles, la mine serrée, à pied ou à bord des véhicules, les Yaoundéens s'abreuvent de cette dose pestilentielle, sans mot dire. Depuis longtemps, ils ont renoncé à attendre une issue salvatrice. Pas même Gilbert Tchimevouna, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, affublé du pseudonyme de Jack Bauer, expression pour beaucoup de sa puissance, n'élève le petit doigt face aux ordures à Yaoundé. L'insalubrité semble avoir eu raison de son entrain. Pas même Isakam non plus ne parvient à apporter une réponse satisfaisante à cette question. Il y a quelques mois, cette entreprise avait annoncé l'arrivée imminente du matériel destiné à l'enlèvement des ordures ménagères. C'est un grand jour parce que nous signons une convention inédite dans la sous-région. Ils ont reconnu que Isakam est à la hauteur d'un tel défi et ils ont accepté par cette signature de financer à hauteur de 24 milliards et demi Isakam pour acheter 211 camions et 17 engins. Depuis, rien de concret n'a été aperçu sur le terrain. Bien sûr, Isakam attend le règlement des factures de ses débiteurs, dont l'État du Cameroun à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. D'ici à ce qu'on y arrive, Yaoundé est une capitale insalubre qui se vautre dans sa puanteur. Restons à Yaoundé où le gouvernement fait encore des promesses pour désamorcer une grève des travailleurs initialement prévue le 10 mai prochain. Le préavis de grève a été suspendu au terme des négociations entre les pouvoirs publics et les syndicalistes, mais la menace d'une grogne sociale plane toujours à Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. Annoncé pour démarrer le 10 mai 2018, la grève de l'Union générale des travailleurs du Cameroun n'aura plus lieu. On n'a pas dit que le mot d'ordre de grève, c'était le 10 mai, c'était la fin du préavis. Maintenant, on va évaluer et on va voir dans le 12 ce qu'il y a lieu de faire. Donc on n'a pas dit que la grève commençait le 10. Je le dis toujours aux journalistes. Ils confondent la période de préavis et la déclaration de grève. On n'a pas encore déclaré la grève. C'est une précision qui arrive au terme d'une concertation au cours de laquelle le gouvernement a annoncé son intention de se pencher sur les doléances des travailleurs. Nous sommes à la première étape. Cette première étape, le gouvernement a voulu nous montrer que nos problèmes sont arrivés et que ça a été